Bienvenue sur RTM, il est 21h01, on entame tout de suite le vif du sujet avec donc votre émission Les Maîtres du Temps. Donc ce soir, nous recevons en invité spécial, nous avons grand plaisir à l'avoir avec nous, Mathieu Barbery de Météo 60. Bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde, bonsoir Fabien. Donc bien sûr Jessie, toujours présent, fidèle au poste. Bonsoir Jessie. Bonsoir à toutes et à tous. Salut aussi les autres. Bien sûr. Bonsoir Alex, comment vas-tu? Salut Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Ça va très bien. Donc bonsoir bien sûr à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Émission spéciale ce soir avec les invités, avec un invité, comme on vous avait dit, on aura des invités fréquemment, donc on continue sur la lancée qu'on avait imprimée, donc on y va. Alors on va vous présenter un petit peu Météo 60. Alors je sais que Météo 60, pour certains d'entre vous, vous connaissez à travers notamment les radars de précipitation, notamment par exemple, éventuellement aussi d'autres contenus au niveau du site. Donc on va vous présenter donc Météo 60, on va vous présenter, donc Mathieu va se présenter également, présenter un peu de ses expériences passées, parce que il y a pas mal de choses à dire quand même, présenter bien sûr sa passion pour la météo, poser un peu les questions qu'on avait pu poser aussi auparavant, notamment à nos invités précédents, comment cette passion lui a pris, à quel âge, enfin voilà, les questions un petit peu, on va dire bateau, mais enfin des questions qu'on aime bien poser. Puis on parlera de différents sujets avec lui également, savoir un peu son ressenti par rapport à l'actu météo, par rapport à l'hiver notamment, par rapport éventuellement au réchauffement climatique et d'autres sujets. Après, on parlera quand même, on sera obligé de s'attarder un petit peu aussi sur la situation météo, sur les prévisions notamment pour demain, parce que demain, vous savez certainement pour certains d'entre vous, on va être concernés par un coup de vent à tempête, notamment sur plutôt le nord-ouest de la France, qui a enclenché notamment une vigilance orange chez Météo France pour un phénomène de vague submersion, côté Bretagne et Cotentin. Donc on va un petit peu s'attarder là-dessus rapidement, vous donner un peu certaines indications pour demain. Et puis on terminera, là par contre on mettra en mode cryptage la radio, donc on sera entre adultes quand même. On abordera la rubrique RTS Sexo ce soir et on parlera de fétichisme avec la présence de nos deux traîtresses, on va dire, Myriam et Karine, que vous retrouverez tout à l'heure. Voilà. Donc on va entamer direct. En tout cas Mathieu, merci d'être avec nous, d'être parmi nous. Je vous en prie. Donc je pense que ça fait peu de temps que je vous écoute en fait, alors que je peux vous dire, parce que je suis très très occupé par le site internet, entre autres, bien sûr. C'est rempli, personnel aussi. Donc c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Voilà, donc passer un bon moment et puis bien sûr. Opération, si possible, prochainement. Nous, ça nous fait très plaisir en tout cas. Alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Météo 60, est connu par pas mal de monde quand même. Quand est-ce que tu as créé Météo 60 exactement? Alors ça s'est créé en plusieurs fois. Alors le météo60.fr, c'était en 2006. Oui. C'est déjà 10 ans. Avant ça, j'avais un météo60.net. C'est créé au début des années 2000. Et au tout début, c'était perso.wanadoo.fr/météo. C'était aux alentours de 1999-2000. D'accord. J'avais créé ça suite à l'achat de ma station météo Daily, qui avait même ses suites à la tempête de décembre 99. Ah oui, d'accord. Donc je me suis dit, j'étais assez frustré parce que à ce moment-là, j'étais dans le Pas-de-Calais, donc on était en Sud-Est, au nord des dépressions. C'est vrai. J'étais très frustré d'avoir raté la chose. De l'Oise, on était quand même en partie concernés ici. Ici, le gros est un peu plus sur l'île de France. Donc je me suis dit, il faut que je me lance là-dedans, il faut que je m'écoute un peu plus, et puis j'attends la prochaine. Donc depuis, il n'y en a pas eu d'autres identiques. Non. Heureusement ou dommage. Ça dépend de lui. Et donc c'était là que j'ai créé le perso.météo, sur lequel j'envoyais les données de la station en direct. Donc il y avait 3 fois rien, il y avait juste ça, les normales climatiques de Beauvais, c'était vraiment très basique.
puis ensuite, donc je découvrais OrageNet en même temps. Oui, oui. De pair avec OrageNet, et puis j'ai commencé à travailler à la chaîne Météo sur CanalSat en 2001. J'avais été pris là-bas, ils avaient passé une annonce, et puis quand je sortais de formation, je me suis dit, bon ben tiens, quand j'avais du temps, je vais postuler, et j'ai eu de la chance, j'ai été pris, et j'ai travaillé là-bas 2 ans et demi. D'accord. C'est une super expérience pendant laquelle j'ai connu Ah bah oui. Guillaume Séché. T'as connu du beau monde, hein, c'est moins pour plaisir. Oui, tout un tas de présentateurs à prisonniers. Tout à fait la équipe, on va dire. À l'époque, c'était, eux, ils appelaient ça, les anciens qui étaient déjà sur place, ils appelaient ça, bon, c'était la fin de la bonne époque. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Voilà, exactement. Parce que, après, ça a évolué, il y avait de plus en plus de pression sur les prévisionnistes, bien sûr, pression financière de la direction, etc. Donc, ils avaient connu la bonne époque où c'était un peu la fête, ils s'éclataient à la télé. Moi, je suis arrivé à la fin de tout ça, j'ai connu leurs anciens studios à Cognac-Chez. Et puis après, on avait déménagé porte de Versailles, là, c'était de plus en plus automatique, ils voulaient automatiser pas mal de choses, prévision par ville, etc. Donc bon, c'était sympathique quand même, hein. J'ai côtoyé des gens sympas, il y avait Louis Gaudin, Sandra Larue, donc Guillaume Séché, il y avait Harry Roselmack qui passait là, Stéphane Demuru. Donc on s'est quand même bien éclaté. Tu avais Fred aussi, Fred Descaires qui est là déjà, non? Fred Descaires était là, oui. Fred Descaires était là en tant que prévisionniste. Il faisait pas trop de télé à l'époque. Non, pas trop, je pense. Voilà, oui, il faisait la présentation aussi. Non, moi, j'étais uniquement donc derrière l'écran, enfin derrière la caméra plutôt, en faire de la prévision. C'était vachement intéressant. Le jour le plus marquant, c'était le fameux 4 janvier 2003. Ah oui, bah ça, je pense qu'on s'en souvient. Je pense que Jessie et Alex vous en souvenez forcément, du 4 janvier 2003. Ouais, c'était ce fameux coup de neige arrivé un peu en surprise. Exactement. Avec un front qui passait d'ouest en est et qui se faisait bousculer par le nord par l'air froid, qui déroulait de Scandinavie, qui était pas prévu aussi fort, et donc c'est les passants en neige sur l'île de France, c'était pas gagné. Je bossais ce jour-là, donc c'était chaud. Heureusement que j'avais pas commencé du matin, parce que le prévisionniste du matin qui avait pas fait la chose, s'est fait démonter par le PDG qui lui ne connaissait rien en météo. Donc le pauvre, je l'ai bien plaint. Et dis-moi Mathieu, je fais juste un tout petit retour en arrière avant donc toutes ces expériences, alors notamment à l'expérience SCM. Tu as suivi quelle formation? Enfin, qu'est-ce que tu as fait comme études? En météo, je suis avant tout autodidacte, comme beaucoup. D'accord. Et après au niveau études, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait de la géo. Alors j'ai passé un petit passage en gendarmerie. J'avais envie de m'éclater, de me trouver des choses. Ça ne m'étonne pas de toi. J'ai fait l'école, etc. Alors, c'était à Tube. Oh, tiens, bah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Mais voilà d'où vient ta passion. Ah oui, non. C'est une vie très passionnante, je vis beaucoup, n'est-ce pas? Non, c'était en plein hiver, il y avait eu beaucoup de brouillard, c'est humide. La ville en elle-même, bon voilà, non, j'ai passé un bon moment là-bas. Ensuite, donc j'en suis venu chez Météo, en 2 ans et demi. Ensuite, j'ai pas eu la chance de pouvoir poursuivre, mais bon, c'est quand même fatigant, parce qu'on a des horaires rarement de 5h, 15h. Donc, comme il restreignait au niveau budgétaire, etc., les intermittents, moi j'avais le statut intermittent du spectacle là-dedans, ça peut paraître bizarre, mais c'était comme ça. Donc j'ai fait partie d'un lot à un moment. Donc après, je me suis mis à faire un DUT de géo, de licence. J'ai fait 3 années de fac à Paris 4 Sorbonne. Donc c'était sympa, je me suis bien éclaté. Je m'ennuyais même un peu. La fac, c'est un peu ennuyeux si on arrive déjà un peu avec des connaissances. Bon, quand j'avais plus de connaissances de météo, climato, moi je faisais un peu tout ça là-bas, mais un peu pas clairement. Et puis en même temps, je bossais sur Infoclimat. Ben oui, parce qu'il y a eu ça aussi, donc c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont peut-être pas connu, il y a eu effectivement OrageNet, qui était, on va dire, les prémices d'Infoclimat. Et puis toi, tu as été cofondateur de l'Infoclimat. Voilà. Je traînais beaucoup sur le forum, il y avait un webmaster qui était seul, il
c'était Luc Zecker, je crois, qui n'a pas de lien de parenté avec Frédéric Zecker. Il était du côté de la Côte d'Azur et lui, il était seul à gérer son site. Et puis il y avait son forum où on streamait pas mal dessus, d'autres. Il y avait Frédéric Zecker, etc. Tout un tas de passionnés. C'était fort sympathique, c'était vraiment le début de la communauté. Et puis un beau jour, c'était en septembre 2001, je crois. OrageNet, on arrive dessus, boum, terminé, c'est fermé. Alors là, on est tous tombés de haut. On ne savait pas trop ce qui se passait. Le webmaster disait j'ai des menaces de Météo France. Alors, on s'est dit ouais, bizarre. Parce qu'il faisait sa carte de situation en temps réel là et soi-disant ça faisait concurrence à Météo France. D'accord. On a trouvé ça un peu bizarre, mais de toute façon on n'a pas eu le choix. Alors quelques-uns, on s'est dit c'est pas possible, on peut pas laisser la communauté sans rien, on va recréer quelque chose. On était un petit noyau, il y avait moi, il y avait un jeune de la Drôme, Nicolas, il y avait un instit des Bouches-du-Rhône qui était dans le cas aussi, il y avait un autre passionné ancien militaire Lézard, Christian, et quelques-uns comme ça, il y avait Jérôme Cerisier aussi, à côté d'Arcachon, et puis un ou deux autres. On était un petit noyau, on s'est dit on va lancer, on va refaire quelque chose, et puis voilà, on part de zéro. Et on a trouvé le nom, on s'est dit qu'est-ce qu'on va choisir, on va choisir un petit. Puis on est parti de rien, on a développé tout doucement, on est vraiment reparti à zéro complet. Et puis on a collaboré aussi au bout d'un moment avec Christian du Québec, qui fait Météo Alerte, et qui nous a proposé sa carte temps réel sur le site. Donc voilà les bases d'infoclimat. Donc j'ai beaucoup bossé sur le site entre 2001 et 2005, on va dire. Après, j'ai un peu laissé tomber parce que ça a changé d'ambiance pour diverses raisons. On pourrait faire une émission dédiée à ça. Oui, mais après, il y a des divergences de vues, bien sûr, il y a pas mal de choses. Bon, nous, au début, on était un petit noyau, on gérait tout, mais après, on est devenu association. Il y a des gens qui sont arrivés là-dedans, ils tombaient de nulle part, il y a plus ou moins le travail qui était fait, ils voulaient gérer toute l'affaire à leur manière. Donc moi, je suis un peu de trop. On avait aussi des contraintes budgétaires parce qu'on avait le serveur qui était plus cher. Bien sûr. Et il fallait trouver des sources. Donc, parce que nous, on payait de notre poche au départ. Donc, on se débrouillait, un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre, on se remboursait, etc. Et après, plus ça allait, plus il fallait un serveur costaud, et plus ça coûtait cher. On a trouvé une solution et on est bon à l'association. Alors, c'est beaucoup de boulot aussi, l'association. Moi, j'étais personnellement plus partant sur le financement par la pub, parce que ça commençait quand même pas mal à se développer. Et des sites annexes commençaient à tourner grâce à ça. Moi, je me suis dit mettre du bandeau, comme ça, sans forcément que ça soit trop invasif, pour faire rentrer quelques euros pour payer le serveur, pourquoi pas, mais ils n'étaient pas d'accord de faire une association, etc., la gérer à leur manière. Donc après, moi, je dis, stop, moi, ça m'intéresse plus. Et comme j'avais mon site à côté, je tournais toujours, donc il n'y avait pas grand-chose, je faisais de la prévision pour l'Oise, en fait, tout simplement, d'où le météo. Je me suis dit, je vais arrêter Infoclimat et je vais partir à 100% sur mon site. Ce que j'ai fait, et en 2005, où j'ai commencé à développer Météo 60. Je passais au national, j'ai conservé le Météo 60 parce que c'est un domaine qui commençait à se répandre de plus en plus. Donc, je me suis dit, je vais pas repartir à zéro avec le référencement parfaitement. Bien sûr. J'ai conservé ça, et puis après météo60.fr, j'ai développé au fur et à mesure pour arriver là à ce que c'est maintenant. Et au niveau Météo 60, tu as quelqu'un un peu qui t'aide derrière au niveau graphisme, au niveau... Alors pour le graphisme, c'est mon beau-frère qui est infographiste. D'accord. Il m'a fait le design actuel qui est en service depuis quelques années déjà. Avant, c'était vraiment hyper basique. Et puis au même moment, j'ai fait appel à une ancienne collègue à lui qui fait de la prog, qui fait que ça. Donc elle m'a développé tout le site en PHP, etc. Parce que moi j'avais que de l'HTML à l'époque. Bien sûr. Elle m'a fait tout PHP, MySQL et compagnie. Donc le développement PHP, c'est une autre personne qui me fait. Moi je peux y toucher, c'est à force j'ai appris. Je
peux adapter, corriger, etc. Mais la création pure, c'est une personne. Après, moi, par contre, je gère totalement la partie serveur. D'accord. Je suis venu à me former là-dessus. C'est tout du Linux, hein, c'est du serveur classique Linux, mais c'est une usine à gaz, hein, parce que bon, il y a plein de choses à apprendre pour éviter les intrusions. Ça, c'est sûr. Serveur web, serveur PHP, serveur ASP, etc. Donc je gère maintenant à la fois le contenu et le contenant. Bien sûr. Et le contenant me prend des fois plus de temps à m'occuper que le contenu. Quand je développe des nouveautés, notamment. Donc, bon, c'est passionnant. Hein, c'est sûr. Et c'est fatigant quand même. Là, dernièrement, je bossais sur les cartes arômes et arpèges. Oui, voilà. Alors ça, oui, ça c'est vrai que ça a été. Tu m'en avais parlé en privé. C'est vrai que ça n'a pas été évident de pouvoir, je dirais, mettre en œuvre sur le contenu d'arômes et de arpèges sur ton site, lié aussi notamment un peu à des, tu m'expliquais, pas des rétentions de Météo France, mais des... ils sont un peu mal pris, je pense, pour mettre à disposition les données. Oui, voilà. Ils mettent à disposition les fichiers, alors on va pas leur en vouloir, parce que... Ah bah oui, non, surtout pas. En France, on a une réputation un peu radin voilà. Les données. Là, en France, hein, c'est vrai, non, on n'a pas le tour, hein, pour reconnaître. Donc on va pas trop se plaindre non plus. Non. Mais quand même à Rome, 1,5 km, faut quand même pas trop se plaindre, c'est bien. Ah non. Mais bon, quand on télécharge un fichier, le fichier il transmet pas sa taille. Le serveur, il sait pas, il faut s'arrêter. Des fois, ça tourne dans le vide. Ça va télécharger 500 mégas au lieu d'un truc qui fait 50. Donc ça bug beaucoup. J'ai dû passer énormément des filtres, etc. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Maintenant, ça fonctionne bien. Donc, je pense avoir s'en trouver mon profil. Mais bon, ouais, j'ai développé ça dernièrement, ça m'a pris pas mal de temps, après plein de choses. Là, par exemple, je suis aussi sur les prévisions par ville, j'ai 2 pages, page grand public, page agricole, que je dois rendre mobile friendly, c'est-à-dire compatible avec tout ce qui est tablette et portable, pour le référencement Google. Quand on tape d'un mobile, le classement sera moins bon si on n'est pas adapté à ce format-là. Donc je bosse également là-dessus. D'accord. Personne qui fait la forme et puis tout un tas de choses, toujours quelque chose à faire. Jessie, Alexandre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jessie, Alexandre, si vous avez des questions tous les deux, allez-y. Eh ben, c'est plutôt un constat, c'est que Météo 60, beaucoup, c'est vrai, l'utilisent. Moi, j'utilise sur portable, notamment Android, avec l'application. Oui, il y a les applis aussi. Ouais. Ça a pris pas mal de temps à développer, donc Android. iOS. Bon, iOS, c'est une société qui s'est proposée l'année dernière. Moi, j'ai absolument rien demandé. On m'a fait un mail. C'est un type qui utilise mon site et puis qui s'est dit, bah voilà, moi c'est mon boulot de faire des applis et puis j'aimerais bien qu'il y en ait une iOS. Puis j'avais de la demande pour iOS. Donc il me dit, bah voilà, moi je vous la fais, ça vous coûte rien. Par contre, elle est payante à 1 euro. Et moi, ça me finance. Il dit, bon, l'Android, elle est gratos. J'aimerais bien que ça soit pareil. Ah oui, mais non, mais la politique en iOS, c'est pas la même. Donc, bon, moi, je connais pas personnellement, je suis pas équipé. Donc, j'ai dit, bon, ok, on va faire comme ça. Hein. Il m'a argumenté la chose, il m'a dit, de toute façon, les utilisateurs iOS, ils sont pas à 1 euro près. Peut-être. Alors, allons-y comme ça, et il m'a développé donc, l'appli iOS, qui a démarré tout doucement, puisqu'il l'a lancé en fin d'année, et cette fameuse situation anticyclonique interminable, les audiences étaient grand. Forcément, merde. Sur tous les sites météo, il a démarré tout doucement, il s'est dit, oh là, vous m'aviez dit en hiver, ça bouge. Oui, bah là. Pour l'instant, c'est mort, quoi, ça démarre tout doucement. Je dis, bah attendez, il se passe rien, il pleut pas, il fait 15 degrés. Attendez, c'est un coup de neige, et puis là, il a vu, c'est vers 10 janvier, par là, où ça bouge un peu. Bon, effectivement, il a vu qu'il y a eu un pic. Et puis, donc, ça monte doucement. Et puis, donc, j'ai l'appli Android aussi, que j'ai co-développé avec un étudiant d'une école qui m'avait contacté, c'est son prof, qui utilise mon site. Il me dit, ben voilà, moi, je suis prof, j'ai des élèves cette année, je vais faire un projet, est-ce que ça vous dit, je sais ce qu'on a fait, pour vous. Je dis, bah ouais, n'importe quoi. Donc j'en ai un parmi les 4 qui continue à mettre mon application et on se contacte régulièrement pour une mise à jour, etc. D'accord. On travaille à 2 là-dessus.
s'occuper de l'interface serveur, et lui, il a fait la voilà, pas mal de boulot avec ça, et celle-là, elle marche bien. J'ai 25 000 utilisateurs actuellement. Donc, c'est une appli qui tourne bien, elle est bien notée sur Google. Donc, pour moi, c'est nickel, c'est un vrai plus quand on est en déplacement. Donc, effectivement, comme tu disais, c'était Alexandre ou Alexandre. Ouais, comme tu disais, oui, donc l'appli, tu l'utilises souvent. Ouais, c'est un gros plus par rapport au site. Et oui, puisque je suis en déplacement. Pardon. Oui, non, mais effectivement, quand on est en déplacement, comme tu dis, c'est pratique. Mais même quand on est chez soi, c'est clair, hein, je le dis, moi, le premier site que je regarde, quand je regardais les radars de précipitation, par exemple, je vais sur Météo 60, quoi. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Jessie, tu m'as coupé l'arbre sous le pied. En fait, je voulais lui dire que, exactement, c'est les radars qu'ils proposent sont excellents. C'est-à-dire qu'on a un découpage par région et en plus par département. Et en plus, on peut voir tous les radars qui s'intègrent dans notre région. Centre, nord-ouest, région parisienne, enfin voilà. C'est vraiment très précis, c'est vraiment très localisé. Et en plus, on peut voir les différentes précipitations au niveau d'intensité. Et on peut reprendre les archives aussi, hein. Tous les radars précipitation ne le font pas. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la dernière fois, Mathieu, je t'avais posé la question en privé, que si c'était possible de faire selon les précipitations. Tu te rappelles, je t'avais demandé quelle couleur, quelle précipitation. J'ai pas les données pour ça. Ils l'ont. Tu m'as bien répondu. Ça doit passer via Météo Group ou quelque chose comme ça. Après, ça va être des données qui vont facturer assez cher. C'est un truc comme ça qu'ils ont passé sur BSM, Guillaume Séché, c'est pas mal notamment. Où ils distinguent les types de précipitations. Moi, je peux pas du tout. Actuellement, en l'état actuel, moi, c'est pas possible. Bon, ce que j'ai déjà, c'est quand même pas mal. Oui, bien sûr. Après, ça fait 10 ans que les cartes elles tournent. Et bon, avant, j'avais pas la Corse, alors les Corses se plaignaient. Mais après, j'ai fini par mettre la Corse enfin quand j'avais refait le découpage. Non, sinon, après, on a tous les quarts d'heure. C'est sûr, il y a certaines situations où on a des convections hyper rapides. On aimerait bien avoir toutes les 5 minutes. Ouais, bon. Mais moi je dirais que j'utilise aussi pas mal, aussi pour les archives, notamment pour revoir certaines phases au niveau des précipitations, au niveau des noyaux convectifs notamment. Bon, j'ai quelqu'un qui est sur le chat qui ne me contredira pas, que je salue d'ailleurs, et j'en profite pour saluer Météo-Oise, donc Gwenaël. Je salue également Romain, bonsoir Romain. Et donc Gwenaël, on se connaît, c'est-à-dire que nous, quand des fois, on aime bien reprendre les archives, reprendre un peu les cartes d'intensité au niveau des noyaux convectifs, voir si éventuellement on peut déceler des fois une cassure au sein d'une ligne de grain pour voir s'il n'y a pas eu une rotation, des choses comme ça. Et donc c'est intéressant de reprendre ces archives. Très intéressant. C'est pour ça que j'ai amélioré la rubrique archives quelques mois. C'était avant, c'était un peu galère, on faisait le jour, il fallait piocher la carte qui nous intéressait. Maintenant, j'ai mis des plages horaires sélectionnables, etc., des lectures plus rapides. J'ai arrangé ça récemment parce que je voyais qu'il y avait de la demande. Je me rappelle, avant, la couleur était verte. Oui, exact. Les toutes premières étaient vertes. Ouais. C'est devenu bleu pour coller au design. Ça sent mieux. Ça sent le bleu, personnellement. Le bleu, oui. Il est plus réaliste par rapport à ce type de phénomène. Alors, et d'ailleurs, Mathieu, tu as rajouté il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, suite à un fort épisode, je crois, en Méditerranée, la couleur violette, il me semble. Exact. Ouais, c'était suite à. Il y avait une supercellule qui avait circulé, je ne sais plus où. Sur le Languedoc, sur le. Et vous voyez, c'était au taquet. On la voyait. Donc j'ai rajouté une plage de couleur. Et effectivement, l'été dernier, on l'a vu quelques fois. Il y en a eu une sur les côtés de Castres par là. On a vu passer cette couleur-là. C'est un plus, c'est au niveau des supercellules. Il n'y a que là qu'on va voir. Ouais. Il me semble que c'était pendant l'épisode Montpellier qui avait été inondé. C'est possible. Il me semble que c'était là, dans cette période-là. Ouais, ça devait être ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis mis à bosser là-dessus. Je me suis dit, il faut adapter la chose pour passer à propos de la prochaine. Et c'est une très bonne idée parce que ça fait un plus, je trouve, même s'il n'est pas très souvent cette couleur-là, c'est vrai que mais ça fait un plus, on voit vraiment quand c'est un gros épisode type Cévenol, vraiment un orage vraiment très puissant et franchement,
c'est vrai que je l'ai vu une fois sur le radar, comme tu dis. C'est mais j'ai vu une seule fois, mais c'est vrai qu'on l'a bien vu. Franchement, on a vraiment vu l'orage violent. Là, Ah oui, quand tu vois ça, en général, soit tu vas sortir, soit tu fais le doigt dehors. Pas très clair. Généralement, les chasseurs d'orage, là, ils sont heureux, là, généralement. Ouais, voilà. Après, la grêle, il peut y avoir de la grêle là-dedans. Oui, généralement, ça fait une identité rouge-violet, généralement, faut vite plus aux abris. Alors, pour les passionnés de Météo 6, ce qui est très intéressant sur le site Météo 60, c'est que, tout comme sur Météo Ciel, par exemple, qui est quand même, qui pour certains est surtout la référence, même les Météo 60, je dis pas que Météo 60 n'est pas connu, mais beaucoup ont le réflexe Météo Ciel. Donc sur Météo 60, vous avez accès bien sûr au modèle numérique, que ce soit à court terme, à moyen, long terme, et des fois même avec des spécificités, moi que j'ai déjà expliqué même à l'antenne dans l'émission, notamment par exemple au niveau paramétrage pour les passionnés de prévision convective. Mathieu a appliqué un paramétrage notamment sur le VRF un peu différent qui évite, je dirais, d'exacerber trop, comme peut le faire notamment Météo Ciel, et c'est une vraie différence avec Météo Ciel, qui évite de trop exacerber, je dirais, les cellules convectives. Ouais, effectivement, j'ai choisi, j'ai fait le parce que quand j'ai lancé le WRF, ça c'était un boulot sur plusieurs mois, c'était autour de 2011. Ça a pris énormément de temps, j'ai pas mal testé le modèle pour voir comment il réagissait. Et je voyais effectivement, donc il y avait Météo Ciel avec le WRF, où la moindre cellule, on a un noyau sur la carte. Par exemple, en cas de situation de marée barométrique, ça va pointer de tous les côtés. Ah oui, c'est vrai, complètement vrai. La moindre cellule, et en fait, ça va jamais se passer comme ça. C'est très bien que le modèle, il va jamais prévoir plus les cellules. Bien sûr. Et moi, je me suis dit, non, je préfère mettre une configuration qui va lisser un peu. Intermédiaire, on va dire. Voilà, intermédiaire pour voir les zones plutôt favorables, sans forcément chercher à zoomer la cellule à 5 km près. Donc j'ai configuré exprès comme ça, et aussi parce que je m'en sers pour la prévision par ville. C'est les données qui sont extraites pour faire la prévision sur les communes. Et je me voyais mal en ayant des noyaux de tous les côtés, donc avoir des communes lors de prévision d'orage, écrit gros orage, et puis 5 km plus loin, gros soleil, alors qu'on sait très bien que ça ne marche pas du tout. Donc je préfère mettre en avant un risque en zonant plus large, et d'aller chercher à tout prix à cibler les cellules. Oui, je pense que oui, donc voilà, donc ça c'est une vraie spécificité, et d'ailleurs Jessie, tu t'en es témoin, on avait déjà abordé ces questions-là, notamment durant l'été dernier, tu te souviens. Ah oui. Non, puis là, il a été mis à jour au mois de décembre. Je suis passé du WRF MMM au ARW parce que le MMM n'est plus maintenu. C'est vrai. Il est plus mis à jour. Donc le développeur a dit maintenant c'est du ARW. Donc j'ai pas vu de grande différence pour l'instant, mais on n'est pas trop en saison convective. Non. On verra. On va voir. Mais bon, il y a des réglages disponibles qui se rapprochent fortement de l'ancien. Normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose. J'en ai profité pour bouger la maille aussi, on la réduire un petit coup. D'accord. Donc, on gagne un peu en précision. Et puis, moi, je suis aussi en même temps en arpège et en rome. Là, ça complète. Mais je suis pas mal les trois. Là, je les ai comparés, notamment samedi, quand il y a eu la neige sur la région. Et franchement, le WRF s'en est vachement bien tiré au niveau des températures. C'est vrai. Parce que même à Rome, la veille au soir, il était à l'ouest. Donc, le WRF était moins fluctuant et il était plus carré au niveau de la température. Je me souciais notamment de la température à 925, parce que l'isotherme 0 degré, des fois oui et non, ça ne veut pas dire grand-chose toujours. J'aime bien voir la température à 925, donc à 7 mètres environ, qui va donner la bonne indice de la masse d'air, le WRF, c'est bien débrouillé là-dessus. Après, globalement, sur les modèles à court terme, bon, on peut pas. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, pour certains, on a cru que c'était un peu une révolution avec, je dirais, le libre accès de Arome et d'Arpège. Mais après, si on fait une globalité un peu, si on faisait des statistiques, alors moi, chose que je peux pas faire. Bon, d'abord, personnellement, j'ai du mal à suivre tous les jours les modèles d'une manière très pleine et complètement concentrée. Mais déjà, moi, je pense que
il y a, comme on dit souvent, il y a à boire et à manger. Il y a des périodes où arôme, arpège, arôme notamment sera efficace, et puis d'autres où VRF sera plutôt pas mal. Donc je pense que voilà, je pense qu'il n'y a pas un modèle à laisser de côté, quoi. Non, les trois sont utilisés, hein, surtout le WRF et le arôme. Ouais. Arpège a des déficiences quand même. On l'a vu sur notamment les creusements dépressionnaires, sur les coups de vent, là, il y a eu quand même des choses pas terribles, mais bon, après, il n'est pas jeté non plus, quoi. Mais... Ouais, tout à fait. Ah, puis on a fait longtemps sans Bah oui, on y arrivait, hein. On avait que du GSF, hein, quand j'ai débuté en 98-99, à l'époque, ça s'appelait MRF. Ouais. Donc, j'allais voir ça sur Véter Central. C'était un site universitaire allemand, là, il y avait quasiment que ça. Après, je suis resté de nombreuses années là-dessus. On avait MRF, l'ancien GFS. On avait déjà du UCMO et puis le CMWS, on avait déjà les données. Et puis après, je suis passé sur Météo Ciel, progressivement. Je me servais de Météo Ciel pour faire la prévision. On avait toujours que les mêmes modèles. Oui. Météo Ciel, ils ont développé le modèle russe, ce qu'on veut, etc. Donc ça, je ne sais jamais personnellement. Ah non, non plus. Non. Puis après, je me suis dit, bon, en développant mon ciel, je me suis dit, moi, je vais faire mes cartes. Parce que les cartes de Météo Ciel, bon, je m'en suis servi beaucoup, hein, elles sont bien, mais la projection ne plaît pas. Parce que les hautes latitudes sont complètement décuplées. Le Groenland fait complètement fois la France, alors que c'est pas le cas. Ouais. Et moi, ça me plaisait pas. Je leur avais dit plusieurs fois, les gars, pour modifier votre projection, parce que ça, on a des anticyclones, quand ça grimpe là-haut, ils paraissent énormes, mais en fait, ils ne le sont pas. C'est vrai, non, mais c'est pas faux. Donc après, moi, je me suis dit, je vais faire mes cartes, je vais me débrouiller en même temps que je développais WRF, puisque ça tombe sur un peu avec les différents. Donc j'ai mis ça en route, et puis maintenant, j'utilise que mes cartes. Je vais même plus voir ailleurs. Vraiment exceptionnellement, quand on va avoir des gros changements synoptiques à moyen terme, on a des blocages qui vont se profiler. Donc je peux aller voir un peu les ensemblistes GESS, des choses comme ça. Certaines cartes de sondage, mais sinon j'utilise ce que j'ai mis sur mon site. Je me débrouille très bien, j'ai mis les principaux, hein, j'ai mis le GFS, le CEP, j'ai mis le NAEFS qui pour moi qui est important, ouais. Le NAEFS pour les passionnés de métaux, alors je dis pas certains, on va pas dire l'oubli, mais certains ils pensent peut-être pas réellement. On le conseille parce que moi j'utilise aussi beaucoup. Donc c'est quand même une synthèse de 40 scénarios américains et canadiens. Donc, et puis ça donne vraiment une bonne tendance, quoi. Hein. C'est indispensable. Hein. Bon, à part quand on a des changements synoptiques énormes ou des fois, on peut voir en ce moment, là, par exemple. Ah oui, là c'est un cas d'école. Ce week-end, là, c'est pas quand ça bouge, donc souvent les déterministes vont voir plus tôt. Hein. C'est vrai. Les ensembles. C'est le meilleur sentinelle. Oui. Quand on a des situations qui ne bougent pas trop, les ensembles comme le NASS, c'est un modèle avec lequel on peut prévoir les vacances, hein, sans problème. On a 10 jours, 10-15 jours. Hein. Exactement. On peut cibler un peu le temps qu'il va faire sur le pays grâce à ce modèle-là. Alors, un peu comme en décembre, hein. Alors, on pourrait prévoir 15 jours avant. Hein. Ah oui, là, sans problème. Hein. On voyait toujours du jaune-orange sur le. Ah oui. Ça, c'était interminable de différent. Alors, ouais. C'est vissé sur la France et ça bougeait plus. Hein. Ah oui, complètement. Vous savez qu'on était parti pour un moment. Ça, c'est un récap de modèle. On se prend pas, on peut faire de la prévision fiable. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, voilà, j'utilise seulement mon modèle maintenant. J'ai beaucoup bossé dessus pour trouver des pages de couleurs sympas. Assez simple parce que c'est de la géographie. Moi, j'ai fait de la géographie, donc j'ai appris comment faire des cartes, des gens, etc. J'essaie d'appliquer un peu tout ça sur le site, sur les cartes. Non, c'est une rubrique qui se développe doucement mais sûrement. Bon, c'est pas la majorité de l'audience. Hein. C'est 5 à 10% maxi de l'audience. Hein, alors, justement, concernant les modèles, dernière chose dont je parlerai sur Météo 60, Mathieu a aussi bien développé, c'est assez récemment aussi également, tout ce qui est vision sur tout ce qui est vortex stratosphérique notamment, hein, oui, voilà. par l'intermédiaire du modèle GFS,
avec des données qui sont plus complètes que sur Météo-Ciel, hein, je le dis pour les passionnés, c'est pas du tout pour voilà, critiquer Météo-Ciel, pas du tout, mais Mathieu a poussé le bouchon un peu plus loin, avec aussi également notamment des graphismes pour voir notamment tout ce qui est ce qu'on appelle renversement des vents zonaux, et voilà, oui. Pousser un peu plus loin. Des coupes verticales. Des coupes verticales. Pour la température et le vent zonal, négatif ou positif. Bah là, on voit que à ce moment, il passe dans le négatif. On aurait bien aimé voir au mois de janvier. C'est vrai, c'est vrai. Je te le confirme. C'est vrai. Bon, ça arrive tard, donc on aura peut-être une carte sympathique, mais bon. Voilà, bon, maintenant c'est trop tard, hein, d'une certaine manière. Ouais, là, arrivé mi-mars, c'est fini. Donc bon, et en 2013, on avait eu quelque chose de sympa mi-mars aussi, hein, mais bon, voilà, c'est exceptionnel. Il y avait mars 2005 aussi, en film nord-ouest, c'était sympa. Bon, après, vraiment, mais dans le contexte de hausse des températures, hein, je dis qu'il va falloir aller chercher du top pour avoir quelque chose dans la top saison. Hein. Alors, je vais répondre quand même. Bon, il y a quelques petites interventions sur le chat. Donc, on salue à nouveau Romain, Gwenaël. On salue Noël aussi qui est sur le chat. Donc, on a Myriam qui sera avec nous tout à l'heure aussi. Donc Romain te demande, bon ça à la rigueur je pense qu'il faut qu'il prenne directement contact avec toi, peut-être par l'intermédiaire du site, s'il est possible de rentrer en partenariat avec toi. Parce que Romain est en Lorraine, il a un site. Donc voilà, donc pas de problème, moi j'ai des échanges de liens ou certains sites, il y a beaucoup de sites qui reprennent le contenu, alors c'est principalement les radars. Quelques-uns reprennent des cartes de modèles ou satellites visibles. Bon, l'image satellite visible, moi je la crée pas, hein, je la reprends, ça vient de chez sat24.com. Ouais. Après, moi, ce que j'ai fait dessus, j'ai mis un tag les départements de France. Voilà. C'est vrai. Moi, c'est quelque chose. Ça fait bien. C'est un gros plus, hein, parce que c'est un gros plus, oui, ça c'est sûr. Oui, c'est un très gros plus. Ah oui, en cas de stratus ou de cumulonimbus, donc en 22, là, on aime bien savoir un peu sur le département. J'ai rajouté un calque. Donc voilà, c'est un contenu qui est repris aussi sur le site. J'ai aussi l'image papier infrarouge qui est repris pas mal sur le site. Exactement. Mais en Europe de l'Est, je m'étonne de voir des sites qui reprennent, parce que j'ai coloré les nuages, en fait, plus ils sont froids, plus ça apparaît en rose-violet. Plus qu'il y a plus, je ne m'attendais pas à ce que ça pose des temps comme ça. On le voit très bien l'été, surtout. Oui. Quand on a les orages, un peu le sens. Ah oui, effectivement. Bah, quand il y a un ICS, par exemple, on va voir la nuit. C'est radical. C'est aussi grosse que le pays. Donc ouais, pour Romain, s'il veut, il me contacte. Voilà, tout à fait. Exactement. Donc Romain, tu n'hésites pas à contacter directement Mathieu par son site, il n'y a aucun problème. C'est une page aucun souci. Autre remarque, alors bon ça, j'en étais sûr qu'il ferait la remarque, mais c'est sympa. Gwenaël qui nous dit la véritable révolution serait d'avoir accès aux images radar de vitesse radiale. On y viendra peut-être. Ça oui, c'est sûr, mais comme la distinction entre les types de précipitation, pluie, neige, etc., j'ai pas de faire autre chose. Sur le site, ça ne sera pas pour l'instant, malheureusement. Mais bon, un jour météo France, on sait jamais, hein. Météo France, ça y a un réseau en France. Ouais. Et ensuite, il est diffusé divers toits, mais on verra si Météo France ou d'autres diffusent des infos complémentaires. Mais là, pour l'instant, j'ai rien de plus que ce qui est actuellement disponible. Mathieu, autrement, la passion météo, ça t'a pris quand? Bon, j'imagine tout jeune. Je me rappelle bien, c'était en novembre 93. Tu avais quel âge? À l'époque, j'avais 12 ans. Ouais. J'allais avoir 13 ans. D'accord. Pas de phénomène particulier, même si quand j'avais 5 ans, c'est léger, et du coup, là, on se reconnaît. Je me rappelle de, je sais plus, j'allais d'administration, etc., donc je me rappelle très bien au milieu des années 80, les fameux hivers en 84, 86, etc., où j'allais dehors et il y avait un paquet de neige et je me tapais. C'est quelque chose qui me fascinait déjà à l'époque. Sinon, ouais, novembre 93, alors un truc tout con, il y a eu deux choses en même temps.
Il y a mon père, un jour, il est revenu, il avait un privé bête. Voilà. Mon père faisait du jardinage, et puis un jour, il s'est pensé qu'un privé bête. Je dis, tiens, c'est cool ça. Donc, je vais voir combien il peut, ça m'intéresse. Un truc vraiment tout bateau. Et puis, le 28 novembre 93, je crois, on a eu un bon épisode de verglas. Il y avait eu novembre 93 qui avait été assez froid ici. Et on avait eu une vague de froid sans dégel pendant un bon moment sur le mois, et ça avait fini en pluie. Brutalement, et on avait eu un coup de verglas bien costaud un matin. Et voilà, c'était aussi un déclencheur. Et dans la foulée, je me suis acheté un petit livre de météo, comprendre la météo. Voilà, vraiment très très basique, les nuages, des choses comme ça. Et voilà, ça démarrait comme ça. Après, j'y suis venu de plus en plus. J'ai lu La moto de montagne de Jean-Jacques Tillet. Ah bah oui. Je recommande, très bien. Jean-Jacques Tillet, qu'on a notamment tous les deux dans notre liste de contacts sur Facebook, qui intervient assez fréquemment. Voilà, exactement. Notamment à la station de Chamonix, exactement. Qui est très calé dans météo de montagne. Il a fait un livre là-dessus, mais le livre, c'est pas forcément qu'à la montagne. C'est quelque chose sur la météo en général. Donc, je le recommande. Météo de montagne de Jean-Jacques Tillet. Il y avait aussi René Chabot. Ah oui. Un livre que j'avais lu à l'époque, c'est Question de temps, je crois. Donc, un livre un peu plus gros, très intéressant aussi. Puis voilà, après, il y a eu Internet qui est arrivé. Où là, c'est un peu autodidacte à fond avec Internet. Après, il y a eu le fameux tracker d'orage de Alex Fermant. Ah bah oui. Bien intéressant. C'était l'époque où on commençait à chasser, parce qu'au tout début, la communauté météo, pas de chasseurs, mais c'est pas. Pas grand chose. Il y avait Alex Fermant et quelques-uns qui faisaient des chasses dans leur coin. Donc lui, il faisait son livre. On ne voyait jamais de photos météo sur les forums. De toute façon, il n'y avait pas les numériques, etc. Maintenant, tout le monde a retrouvé avec Fermant, avec son réflexe, ou même limite avec son portable. Donc voilà, et puis les forums, c'est vraiment les forums. Pendant quelques années, je traînais beaucoup sur les forums d'OrageNet, etc. Ensuite, le forum d'Infoclimat, où là, c'était une ligne d'information. Un débutant qui arrive là-dessus, il apprend ce qu'il veut. Une école, c'est une école de la météo. Exactement. De toute façon, il y a beaucoup d'autodidactes dans la communauté. Bah oui, t'en as avec toi, là. Voilà, moi-même, notamment. À la scène météo, c'était pareil. Il n'y avait qu'un pro de Météo France, c'était Louis Baudin. Ouais. Il y avait que lui qui sortait vraiment de la filière pro. Sinon, tous les autres, Guillaume Séché, Frédéric Desquer, tout ça, c'est des autodidactes. Exactement. Avec qui on fait un peu, pour certains, des études de géographie, puisque c'est ce que ça en perspective de notre domaine. Climato, hydrologie, toutes ces choses-là. Et sinon, la grande majorité, c'est des autodidactes. Et dans la météo en général, bon, il y a quelque chose qui te passionne, un événement, bon, je suppose les orages, la neige, mais il y a quelque chose qui t'accroche. Ouais, c'est bon, je m'en doutais un petit peu. Mais après, il y a peut-être un domaine dans la prévision qui te passionne plus que d'autres, ou voilà, des choses, je sais pas. La prévision, c'est les orages, en tout cas mi-terrain. Ouais, voilà. Les plus intéressants avec la neige, parce que ce sont les plus compliqués aussi. Bien sûr. Voilà, c'est les deux phénomènes les plus compliqués, avec les fracus, que bon, ça, c'est intéressant. Ouais, moins intéressant. Donc, les orages, en été, très intéressant. À chaque situation orageuse, on apprend des choses. Ah oui. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Complètement. On est un peu limite, en limite plus neige, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir un peu une situation qui nous permet plus la pluie que la neige, etc. Sinon, c'est surtout les orages. Les tempêtes aussi, c'est voir les phasages, le jet, etc. C'est vachement passionnant quand il y a eu les dernières grosses en France, c'est Xynthia et Klaus. Ouais. C'est vraiment les deux derniers gros morceaux qu'on a eu. Là, on avait déjà à l'époque le WRF qui était sur le coup. On pouvait commencer à faire de la super prévision et on a vu qu'ils se sont quand même pas mal débrouillés. On avait des cartes de Tota, etc., de Jet, qui pouvaient faire vraiment de la prévision comme les pros. C'est là où on a vraiment pu jouer un peu dans la cour des grands. C'est vrai. Ouais, tempête, orage, puis on se débrouille pas mal, parce qu'on n'avait pas Rhône ni Arpège toutes ces années. Ah, bien sûr. Faire des enfants en prévision. Bien sûr. Toutes les vigilances oranges qui se sont plantées, où il y a eu qui s'est rien passé, ou alors qu'il n'y a pas eu et qui s'est passé. Bon, voilà, un coup de WRF qui va gagner. Mais
Non, mais voilà, à Rome et Arpège, on avait aussi déjà tout ce qu'il faut pour faire des prévisions correctes, parce que je rappellerai quand même aux auditeurs, aux auditrices, et surtout aux passionnés, parce que qui ont l'habitude de regarder les modèles. Après, pour les modèles qui gardent le plus de paramètres accessibles, ça reste quand même les RF et GFS, quoi. Hein. Ah ouais, complètement. Donc avec ça, vous arrivez quand même à cibler correctement les choses à court terme. Bon, bien sûr, il faut privilégier plutôt VRF en MyFilm, évidemment, mais oui, voilà. Après, quand on a les WRF, c'est un peu la révolution. Ouais. C'est vraiment là qu'il faut faire de la preuve professionnelle. Parce que quand on avait que le GFS avec sa maille à l'époque, il fallait une maille sur sa boîte, 35-40. Ouais. Bon, quand il voyait les zones orageuses, c'était un gros pâté sur un quart du pays. Donc non, on arrive à... C'est vrai. Alexandre, Jessie, des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Non, mais je rigole parce qu'il y a Gwenaël sur le chat parce qu'on parlait des nuages tout à l'heure, et il nous dit que c'est un petit quart qui se plaint, Veto Oise, lui, il est à fond avec les stratus. Et c'est vrai que moi qui suis dans l'Oise depuis 1 an et demi, les stratus, j'en ai vu pas mal, c'est vrai, ça me change du sud. Enfin, rapport à... Oui, tu es de quel côté maintenant que j'ai vu, tu sais pas vers Chandy par là? Je suis vers April. Ah oui, d'accord, oui, ok. D'accord. Oui, bah, c'est pas loin de chez Météoise, qui est du côté de Tyr, je crois. Ouais, c'est ça. Et un petit peu plus au nord, ouais. Ouais, voilà, donc les Picards sont en ça. Alors, à ceci près, Jessie, t'as dit que Météoise à fond sur les stratus, enfin, Gwenaël plutôt à fond sur les orages et sur les tornades. Ouais, mais j'imaginais que... Non, parce que le stratus, ça va. Et encore, c'est pas un hiver, c'est pas tout de suite un hiver où on en a bouffé énormément, parce qu'il y a eu, ça a été, l'hiver vers début de l'année 2010. Moi, je me rappelle qu'on se trouvait à la maison et bossait beaucoup dehors, justement. Et qu'on s'est tourné avec du stratus. Vers 2010, 2011, 2012, il y a eu des hivers, on ne sait pas tout le soleil. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment passionnant. Non, c'est vrai, c'est évident. Non, mais c'est clair. Alexandre, non, pas de questions particulières? Bon, bah, Mathieu, il a parlé de beaucoup de choses, hein. Après, pour trouver une question, Marc. Alors, non, mais là, on va aborder un peu d'autres sujets. Bon, c'est la question un peu bateau qu'on pose encore une fois un peu à tout le monde. Enfin, moi, je sais personnellement ce que tu penses, mais voilà, mais c'est pour les auditeurs et les auditrices. Bon, quel regard tu portes sur le réchauffement climatique, sur le traitement aussi médiatique qui est fait autour, sur... alors là, on pourra en faire une émission spéciale. Ah oui, mais... Je pense qu'on peut pas dire c'est ça. Non, voilà, c'est ça aussi. Je me rends compte, il y a énorme. C'est quoi, hein, donc il y a les thermomètres qui sont là, ils ont beau être à côté des villes, mais il n'y a pas que les glaciers qui sont à côté des villes, les glaciers ils font. Donc, que ce soit dans les montagnes ou au pôle, bon, ça c'est pas le sud, apparemment, c'est un peu différent là-bas. Non, le réchauffement, il est là, il est stable. Alors après, est-ce que la Terre, on a déjà connu d'autres identiques ou plus violents? Il semblerait que oui, notamment lors d'épisodes volcaniques intenses, il y a X millions d'années, il y avait les humains encore là. Mais à l'échelle humaine, il semble que ce soit le plus fort, hein, il semble. Parce que bon, on a eu vers le Moyen-Âge l'optimum. Oui, exactement. Qui a permis certains développements. L'Empire romain, on a probablement bénéficié, ouais. Donc voilà, on dit que le réchauffement c'est la cata, mais c'est peut-être pas si la cata que ça. Voilà, donc l'Empire romain, on a probablement profité. Et puis le réchauffement, ça a des avantages et des défauts. Je pense que tout ce qui est des cultures, l'agriculture a plus besoin d'eau et de chaleur que exactement. Bon, vers la planète, c'est peut-être moins qu'il y ait un peu plus de chaleur. Après, je pense, Mathieu, tu seras d'accord, je pense que aussi il y a une chose qui est quand même nettement occultée, je dirais, auprès des médias notamment, auprès surtout aussi, bien sûr, un peu du GIEC quand même, c'est revenir auprès des peuples, auprès des gens, on va dire, expliquer qu'il y a toujours des cycles chauds et des cycles froids, quoi. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler de leur part, quand même, hein, faut dire les choses. Oui, parce que là, on nous présente ça comme si ça n'était jamais arrivé. Voilà. Et comme si c'était irrémédiable aussi. C'est-à-dire que il y a passé, on est dans une issue de non-retour, quoi, tu vois. Alors, on nous parle comme si
il y a X siècles, millénaires, et ils étaient sur le. Et non, il est de préciser sur des sites. Là, on a le réchauffement qui est fort, là, surtout à partir de la fin des années 80. Donc, c'est-à-dire, c'est rien par rapport à l'histoire climatique. C'est hier. Après, il y a eu d'autres périodes où ça a varié. Les cristal glaciaires. Si la configuration se remet dans les cristal glaciaires, est-ce qu'on va reconnaître la même chose? Peut-être un peu moins vu l'évolution de la courbe, mais je suis pas à Paris qu'il y aura au moins une stagnation qui baisse à l'échelle planétaire. Ouais. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de cristal glaciaire qui... le petit monde médiéval, ça avait réchauffé à cette époque-là, donc vers l'an 1000, 1100 par là. Il n'y avait pas, les Romains, ils ne roulaient pas en voiture, il n'y avait pas de pétrole. À l'époque, il n'y avait personne pour dire, les gars, faut polluer, attention, c'est pas bien, et puis il va falloir arrêter, sinon on va mettre des taxes et compagnie, blablabla. On ne faisait pas culpabiliser les gens comme maintenant, parce que maintenant, on nous dit c'est pas bien, il faut aimer. Alors, on dit sur la des bagnoles, on voit des pubs de bagnoles à longueur d'année sur la télé. On nous dit qu'elle ne pollue pas beaucoup, en fait, elle pollue tout ce qu'on croit. Et puis après, on nous dit, les gars, c'est pas bien, vous polluez avec vos bagnoles. Donc, je pense qu'on nous prend un peu pour des cons. Je pense bien. Et que ça rend certains lobbies, probablement. Certainement. Le réchauffement, il est là, mais je crois qu'il arrange ça. Exactement. Il arrange, bon après on va pas rentrer dans les questions politiques ou des questions économiques, mais ou géopolitiques, mais il arrange, par rapport au contexte actuel, je pense qu'il arrange aussi pas mal, effectivement, les lobbies et puis un peu ceux qui nous gouvernent. Oui, puis pour le qu'il est partie prenante au niveau politique, oui, ça se rien. Il est mis en place par les politiques. C'est là où je voulais en venir, justement. Ça change tout, là. C'est comme dans d'autres domaines, les médicaments, les vaccins, etc. Je regardais l'autre jour un reportage sur l'aspartame, il avait été repris de tard aux USA. Ronald Reagan, il est arrivé, il a dit son frère, ou je sais quoi, il bossait là-dedans, il a dit c'est par hasard. Donc voilà, c'est un tas de choses. C'est le même processus qu'on retrouve dans divers domaines. Non, les gens qui sont mis en place par des politiques, donc les scientifiques qui sont dedans. Si on en a un peu trop, ils seront poussés à la porte. On va cadrer. Voilà. Autrement, ma petite question un peu plus actuelle. Là on a vécu, je parle au niveau météorologique, on a vécu l'hiver le plus doux depuis le début des relevés, on précise, parce que, ça on redit tout le temps, parce que comme on dit souvent, voilà, les relevés n'ont pas débuté en l'an 0, ça c'est clair. Donc les relevés ont débuté bien plus tard, et donc on a certainement eu des hivers a priori plus doux que celui-ci, même plus chaud, tout le monde dit. Et comment toi tu vois, parce que tu as forcément un regard qui t'intéresse, et comme nous tous, comment tu vois l'influence par exemple d'El Niño, toi, en Europe, sur cet hiver-là? Alors c'est pas évident, on voit des études, en gros c'est 1 sur 2. Donc pour nous en Europe, de ce que j'ai lu, justement, je disais un peu vaguement, il semblerait qu'en début d'hiver, il favoriserait les flux de sud-ouest chez nous. Donc, c'est-à-dire les remontées cycloniques depuis l'Afrique, l'Équateur, en direction de l'Europe. Et c'est clairement ce qu'on a eu en novembre, décembre. C'était vraiment un cyclone qui remontait dans la continuité de ce qu'on avait depuis le début d'été, en fait. C'est ça. Depuis le début d'été, on avait... exactement. On a eu une vraie récurrence. On a eu quelques pauses. On a eu un peu, en septembre, octobre, ça s'est un peu posé. Fin novembre, vers 25 par là, on a eu une courte pause. Ça avait bien neigé en montagne, on s'est dit, ça y est, c'est parti, la saison et tout, c'est bon. C'est mort, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, mais sur RPM, on l'avait déjà prévenu, on leur avait dit, attention, ne vous réjouissez pas trop vite, parce que c'est pas très réjouissant, justement, ce qui est prévu pour les prochains jours, et malheureusement, on l'avait vu, et on le voit, ça a fait 8 mois de décembre et 7 ans. Donc, El Niño, à mon avis, il favorise, disons, l'hiver plus doux que normal, du moins le début. Au moins. Ce que j'ai entendu, je disais aussi avant, c'était un certain Diplo,
Ah bah oui, cher au CNRS. bien sûr. En Sud-Est, là, qui fait de la météo, Exactement. il disait toujours, en amont et milieu, le début d'hiver est toujours plus doux que la fin d'hiver. C'est vrai. Voilà. C'est ce qu'on voit, même si la fin d'hiver est restée douce, on a bien vu que la pente était en baisse. Oui, oui, la pente est décroissante, hein, c'est clair. Et puis là, début mars, on arrive même, on repasse même en dessous des moyens. Voilà. Et d'ailleurs, tu l'as vu, Mathieu, je crois que tu l'as même mentionné sur ton site, le modèle saisonnier, là, on voit bien des anomalies positives qui sont quand même nettement plus réduites, je dirais, pour ce mois de mars et pour les mois à venir. Donc, il y a quand même vraiment, heureusement, ça devient inquiétant, hein, quand même. Et bon, il y a fort à parier quand même que les gros excédents, comme on en a parlé des fois, enfin souvent avec Alexandre notamment, sont derrière nous. Enfin, je dirais, on ose espérer même, hein. Décembre, il était en rang, hein. Ouais. Non, Ah oui, c'est exceptionnel. La même chose en été, en juillet, hein, il a en juillet, ouais, Très peur. avec des canicules successives, ouais, c'est énorme. Alors, on a eu, c'était au Stuttgart, là, cette année, il y avait une pression qui était remontée vers là-haut, là, qui avait embarqué tout l'air d'eau jusque là-bas, qui avait fait dégeler. On avait battu le record, je ne sais plus quel jour c'était, mais on avait battu le record de chaleur. C'était un record battu sur décembre, janvier, février, mars et peut-être avril, je crois. Hein. C'était pas décembre, début janvier, ça. C'est que Ouais, ça a complètement stabilisé la troposphère, là. C'est un Ouais, c'est ça. Une pression, là, qui est filée là-haut, et on avait un flux plein sud, quasiment des tropiques jusqu'au pôle Nord. Oui. Et Ah, c'est ça, impressionnant. ça a dégelé au Spitzberg, on a pu monter à 8 degrés, je crois. Ouais, je crois, il me semble. Oui, ah ouais. Et c'est encore pas plus, même sur un mois de mars, depuis le début des relevés là-bas, on n'a jamais eu cette température. Non, mais c'est vrai. Et aussi à New York, on avait eu fin décembre. Ah, on a eu plus de 20 degrés, hein. 23 ou 24 degrés, je sais plus comment Ouais, c'était. Exactement, ouais. Ouais, tout à fait, oui. Super doux, hein, le début d'hiver là-bas. Ouais. J'avais vu passer une photo d'un type qui avait tendu sa pluie de non, c'était... Et eux, c'est plus normal, c'est par rapport à El Niño, ils sont directement impactés. Alors, en termes, au mois de décembre, quand on regarde les anomalies de température sur le continent américain, nord-américain, c'est vraiment pleinement lié à El Niño, on voit, hein, c'est très superposable, hein, de toute manière. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est clair, ouais. C'est clairement. Alors, bon, on va saluer Jérôme, hein, qui vient d'arriver aussi sur le chat. Bonsoir Jérôme, qui nous demande de reparler du début pour la tendance. Alors Jérôme, sache que ce soir, comme tu dois l'entendre, nous avons un invité, donc qui est Mathieu, et donc qui a présenté son site Météo 60 et ses différentes activités. Donc si bien, Jérôme, qu'on n'a pas du tout discuté de la tendance ou du temps pour demain et les jours prochains. Et donc ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire une petite pause quand même, parce que ça fait un petit moment qu'on parle. Et on va vous retrouver après. Ce qu'on fera après, c'est qu'on va faire un point pour la journée de demain, hein, sur le coup de vent à tempête, comme j'expliquais. Et on terminera par une séance un peu plus chaude, un peu plus hot. On passera en mode cryptage. Hein. On fera venir Myriam et Karim, bien sûr, pour faire monter un peu la température. Et on parlera de fétichisme, hein, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, on va faire une petite pause et puis on vous retrouve tout de suite après. À tout de suite.